entre les solitudes venteuses des hauts plateaux du Massif central et les garrigues des plaines languedociennes, un territoire reculé et difficile à exploiter, les Cévennes. Elles ont pourtant accueilli une fibre miraculeuse, aussi résistante qu'un fil d'acier, mais souple et légère, brillante, d'une élégance brute. C'est la soie, et l'art de la fabriquer, la sériciculture, est devenue une spécialité cévenole. La soie, la sériciculture, la filature, c'était identitaire. C'est-à-dire que le peuple des Cévennes avait pris ça comme un vecteur identitaire. La soie, c'était vraiment dans les gènes du pays. Et on continue toujours à éduquer des vers à soie, ne serait-ce que pour le faire boire aux enfants, pour leur montrer ce qu'a été le pays. Entre les XVIIe et XIXe siècles, depuis ses contreforts jusqu'à ses sommets, le rude pays cévenol se transforme pour produire de la soie. Des mûriers dont les feuilles sont l'unique aliment du ver à soie couvrent le paysage. L'habitat rural s'adapte, les ateliers et usines se multiplient. Malgré un environnement naturel difficile, un travail ardu, des fléaux, des maladies, cette terre montagneuse prospère pour devenir le premier centre de production de soie naturelle en France. Monoblé, en Piémont-Cévenol. Ici, les collines commencent à prendre de la pente. Monoblé, avec ses airs alanguis, a été un haut lieu de la production du cocon des vers à soie, cette chenille délicate et fragile qui ne tolère qu'une seule nourriture, la feuille fraîche et tendre du mûrier. Quelques passionnés perpétuent la culture du mûrier sur des parcelles plantées à proximité du village, il y a une cinquantaine d'années. Ces chenilles mangent beaucoup, donc on leur donne en général, quand ils sont assez gros, 3 repas par jour. Sinon, quand ils sont petits, c'est 4 repas par jour, donc à des heures très régulières. Il faut savoir, c'est qu'en fait, il fera 10 000 fois son poids de départ, en finalité, donc, pour dire que ça mange énormément de feuilles. Ça fait énormément de bruit, en fait. Le ver à soie, en fait, il ronge la feuille petit à petit, donc il va la grignoter. Donc, en fait, c'est ce grignotage qui fait du bruit. On a l'impression, par moment, qu'il pleut à l'intérieur de la magnanerie. Le ver à soie, au bout d'un mois, donc il va faire son dernier âge, en fait. Et c'est là qu'il va commencer à coconner, donc il va commencer à cracher sa soie. Donc il va commencer par cracher des petits fils courts pour pouvoir accrocher justement sa petite maison, son petit cocon. Et après, au fur et à mesure, s'enfermer à l'intérieur avec un fil qui peut aller jusqu'à 1500 mètres. Par contre, là, on est obligé, effectivement, de sacrifier la chrysalide pour pas qu'elle devienne papillon, pour pas qu'elle tache ce cocon et puisse casser ce cocon. Donc on est obligé, effectivement, de la sacrifier. L'élevage du ver à soie a été jusqu'au VIe siècle un monopole chinois. Puis des moines, en ramenant à Constantinople 2 précieux cocons dissimulés dans leurs bâtons de pèlerins, l'introduisent dans l'Empire chrétien. En France, sous Henri IV, devant l'engouement de la noblesse pour les tissus soyeux, la production de soie est encouragée. Le célèbre agronome Olivier de Serres, lui-même cévenol, est chargé d'implanter l'arbre asiatique indispensable au ver à soie, le mûrier, qui n'a rien de commun avec la ronce produisant les mûres des confitures. Les Cévennes possèdent un climat tempéré idéal pour le mûrier. Mais depuis le Moyen-Âge, l'arbre dominant ici est le châtaignier, que les paysans appellent l'arbre à pain car il est à la base de l'alimentation. Durant l'hiver 1709, un gel exceptionnel dévaste les châtaigniers. Les Cévenols, encouragés par le pouvoir, plantent alors massivement des mûriers blancs qu'on appelle l'arbre d'or, car il nourrit un commerce de soie devenu très lucratif. Une promenade sur les pentes du mont Égual par temps d'orage laisse imaginer le génie de ce peuple pour cultiver jadis des jardins suspendus.
Les Cévennes se couvrent de mûriers et du coup on a gratté les versants qui sont relativement pentus en Cévennes pour arriver à créer des petites étagères, des traversiers qu'on appelle ici, pour avoir des zones de culture. Donc souvent on grattait la terre jusqu'à arriver à une zone de rocher et à cette zone de rocher on bâtissait un muret depuis lequel après on faisait une nouvelle terrasse en fait. Et actuellement on retrouve encore beaucoup de traces de ces mûriers un petit peu partout. Il faut imaginer que, là, que beaucoup des terrasses qu'on voit derrière nous étaient recouvertes de mûriers qui servaient après à nourrir donc, les vers à soie. Et on retrouve actuellement pas mal d'endroits où des mûriers sont encore présents. Soit ceux qui étaient là à l'époque, sachant que ça peut vivre à peu près 300 ans, un mûrier, soit d'autres qui ont pris le relais pour rester dans la tradition. L'éducation du ver à soie, car on ne parle plus d'élevage comme si le terme manquait de prestige et d'intimité, se répand dans tous les cantons cévenols. Peu à peu, le bombix, l'autre nom du ver à soie, prend possession des maisons paysannes et villageoises. Comme ici, à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Vallée-Borgne, près du village des Plantiers, où s'écoule le Gardon de Saint-Jean, entre le Montégoal qui domine les Cévennes et la plaine du Rhône. La magnanerie, c'est le lieu où on pratique les éducations des vers à soie. Et au fur et à mesure où on a développé cette activité avec la culture du mûrier, on a commencé par surélever ce bâti initial pour faire une petite magnanerie au-dessus de l'habitation. Parce qu'il fallait beaucoup d'espace pour élever les vers à soie. Et donc ça donne cet habitat extrêmement caractéristique des hautes vallées cévenoles. À peu près les 3 premières semaines de l'éducation, ce sont les femmes qui vont ramasser les feuilles de mûrier et qui nourrissent les vers à soie. C'est seulement au moment de la dernière semaine, là où le ver consomme le plus, là, toute la maison, les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde se met à ramasser et on fait ça tout le jour et on n'a pas fini de distribuer, qu'il faut recommencer à distribuer tellement ils mangent. Alors là, il y a une effervescence, effectivement, qui est singulière et particulière. Le ver, cet insecte domestique quand même, vraiment fait partie de la famille. Même dans son appellation, magnan, qui a donné le nom de magnanerie, ça vient de magnan, le nom qu'en occitan on donne au ver à soie, qui peut venir soit du fait qu'il mange beaucoup, et donc du verbe magnar, qui veut dire manger, soit qui veut dire magnan, qui étaient les enfants de la famille. L'ensemble des vers, on appelait ça une chambrée, tout un vocabulaire très humanisé, lié à l'homme. Ces petites fenêtres qui sont très caractéristiques sont liées à la nécessité d'aérer la magnanerie. C'est vrai qu'à certaines périodes, s'il y avait des orages, il fallait pouvoir aérer la magnanerie et l'aérer de façon variable. Au milieu du XIXe siècle, plus de la moitié des cocons français sont produits dans les Cévennes. La soie cévenole est à son apogée. Le destin prend alors la forme d'une terrible maladie qui attaque les vers, la pébrine. Peu à peu, elle décime les élevages. On fait appel au brillant savant Louis Pasteur pour venir au secours de la sériciculture en Cévennes, dont l'économie est en train de vaciller. Et il s'installe 5 années consécutives près d'Alès. Et là, il va étudier les vers à soie qu'il ne connaissait absolument pas. Et il va trouver un moyen, non pas pour guérir la maladie, il ne va pas trouver de vaccin, mais un moyen qui permet de sélectionner les pontes saines des pontes porteuses de la maladie. Il y avait un engouement, un enthousiasme autour de la personne de Pasteur, c'est sûr. Il y a des rues Pasteur, pratiquement dans tous les villages des Cévennes. Des manifestations, des fêtes à l'honneur de Pasteur, où on élisait les Miss Filature et les Miss Ver à soie, etc. En s'intensifiant, la sériciculture se rationalise et les mesures d'hygiène épousent le mouvement d'industrialisation du XIXe siècle. Le chemin de fer se répand sur le territoire et dans les Cévennes, où la puissante industrie de la soie est présente dans chaque bourg ou chaque village, le train s'avère indispensable. Car bientôt, on songe à importer d'Asie. Suite aux maladies,
on manque de cocons. De nos jours, tous les étés, on peut emprunter ce train à vapeur qui relie Anduze à Saint-Jean-du-Gard. À partir du moment où la production locale n'est plus suffisante et où on importe des cocons qui viennent d'Orient, à ce moment-là, ces cocons débarquent à Marseille et viennent par le train. Donc la ligne ferroviaire est évidemment un apport important. Et puis c'est également transporter les machines qui se modernisent si on veut rester concurrentiel. L'ancienne filature de Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard se visite. Elle a été la première filature industrielle de soie en France. Ce bâtiment est intéressant parce que c'est sur ce site qu'a été installée la première chaudière à vapeur pour chauffer les bassines en série. Donc c'est le début de la vraie industrialisation de la filature de soie. Et c'est également la dernière filature à avoir fermé en 1958 en France. Donc c'est vraiment un site tout à fait symbolique de l'histoire de la soie dans notre pays. Beaucoup d'usines du 19e siècle sont des bâtiments de prestige. Il faut que l'usine montre la réussite de l'entreprise. Et donc ici, ce genre d'escalier, c'est la manifestation de la réussite de la filature. Eh bien, il faut des grandes ouvertures parce que la soie, c'est un fil extrêmement fin. Il faut le voir et donc il faut le maximum de lumière. Plus les ouvertures sont grandes, plus le temps de travail des personnels pourra être long. C'est un travail féminin. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le premier travail social féminin que l'on ait de manière systématique, probablement en France. C'est un travail pénible puisqu'il faut avoir les doigts ou mettre les cocons dans de l'eau à 70 degrés et qu'on est en plein été le plus souvent. Il peut faire 30-35 à l'extérieur et l'on est dans des salles chauffées, saturées de vapeur d'eau. Si la soie Sévenol subit la concurrence des soies d'Extrême-Orient importées à faible coût, celles qui précipitent son déclin portent des noms tels que Rayon, Nylon ou Élastane. Pourtant, l'amour du travail de la soie naturelle est encore ardent et quelques ateliers de bonneterie, comme ici à Monoblet, aux Soieries des Cévennes, perpétuent ce passé chatoyant encore bien présent dans les imaginaires cévenols. On connaît la Bretagne sauvage, ses cailloux acérés, ses paysages austères à la dominante de gris granit et de bleu ardoise. Elle a pourtant connu un âge d'or, 3 siècles d'effervescence, grâce au tissage du lin. Une plante quasiment disparue de ses côtes, mais pas de l'imaginaire des Bretons, qui lui doivent une immense richesse. À partir du XVIe siècle, la Bretagne bat au rythme des coups secs qui cassent la fibre, des couinements des roues qui filent et du claquement des navettes qui tissent ses toiles et place cette région au centre du commerce européen. Oui, ces toiles-là étaient réputées dans le monde entier. Les Espagnols, les Portugais, les Anglais les recherchaient pour leur qualité. Quand on pense aux heures de travail qu'il a fallu aux tisserands, c'est assez émouvant quand même. Tout commence au XVIe siècle, le temps des grandes découvertes et des échanges transocéaniques. On a besoin de surfaces de toile énormes pour les vêtements, les emballages de marchandises et les voiles des navires. Les Bretons saisissent l'opportunité et développent un savoir-faire. Le Léon, région à l'extrême nord-ouest du Finistère, est la plus bouleversée. Ce pays a vécu un foisonnement économique et culturel qui a renversé son organisation sociale et laissé un patrimoine unique. Sur la côte, les champs de choux et d'artichauts tombent dans la mer. Ce garde-manger de la Bretagne, qu'on appelle la ceinture dorée, est une zone fertile connue depuis l'Antiquité. À sa pointe, Roscoff,
un port qui fut longtemps le dernier abri avant l'océan Atlantique. La région du Léon, comme la région du nord des Côtes d'Armor, était propice à la culture, puisqu'on a des zones qui sont limoneuses. Et le climat océanique, avec ce vent comme celui que l'on a aujourd'hui, venait aussi renforcer les tiges de lin. Et c'est ce qui faisait aussi du lin de qualité. Sa position géographique fait de cette ville la première étape de l'aventure du textile. Les belles façades de granit ont gardé la marque de cette épopée. Au XVIe siècle, l'engouement pour la culture du lin est si grand qu'on fait importer les graines par la mer. Toutes les graines de lin qui arrivaient de la Baltique, notamment du port de Libau dans le nord de la Baltique, arrivaient au port de Roscoff. Et elles arrivaient au printemps dans des petits tonneaux. Les graines de lin étaient ensuite redistribuées par cabotage sur tout le nord de la Bretagne. Les graines viennent des Pays-Bas, d'une part parce qu'ici on cultive le lin pour la fibre et que du coup on n'attend pas la maturité des graines. On peut expliquer aussi par le phénomène de vernalisation puisque les graines viennent du nord, de pays froids et vont être semées dans des terres qui sont dites chaudes puisque les gelées sont finies et donc il y a du coup un phénomène d'éclosion de la graine. Donc ça c'est une autre explication. Si la zone côtière offrait des conditions idéales à la culture, la manufacture des toiles s'est organisée dans l'arrière-pays, là où une main-d'œuvre nombreuse pouvait transformer la plante en produit fini. Le lin a offert une opportunité à la population rurale, provoquant un invraisemblable bouleversement de classe dans les fermes. Ici, nous sommes dans un hameau de paysans marchands de toile qu'on appelait jadis des Julaudettes. Ils avaient une relative grande ferme qui dégageait des surplus financiers qui ont été investis dans le commerce. Ils ont continué à vivre de leur ferme et ce sont des paysans, mais qui ont trouvé un autre créneau important. Dès que les travaux de la ferme le permettaient, les paysans organisaient le travail du lin. Certains cassaient les tiges, filaient les fibres, d'autres, enfin, tissaient les toiles. La campagne léonarde est encore jalonnée de petites maisons construites par les paysans marchands qu'on appelle candis, maisons à blanchir en breton. Le fil, tel qu'il arrivait ici, c'était un fil brut qu'on appelait un fil écru. Et puis, vous savez bien que le fil blanc est supérieur par sa qualité, par son apparence, au fil écru. D'où la nécessité de le blanchir. Cette technique donnait à la toile une apparence plus noble qu'ailleurs. Elle a fait la renommée des crêts, nom donné aux toiles du Léon, et réclamé de l'Amérique du Sud au nord de l'Europe. Dans les années 1670, on était au maximum de la production et à ce moment-là, on produisait annuellement 10 000 kilomètres, on a du mal à croire ça, de toile de lin. J'ai l'habitude de dire que si on avait mis les toiles de lin bout à bout, en 4 ans, grâce à elles, on aurait fait le tour de la Terre à l'équateur. C'est inimaginable combien ce commerce a été important. Et puis, progressivement, ces paysans marchands de toile devenus plus riches, ils ont fini par même constituer dans le Léon une caste. Les Julaudettes sont un exemple unique d'aristocratie paysanne. Jalousés pour leur richesse immense, ils se sont autoconstitués en un groupe fermé qui se mariait au sein de leur communauté. Ils se créèrent même un costume qui est resté leur signe distinctif pendant des siècles. Dans cette campagne particulièrement pieuse, où chaque croisement est signalé d'un calvaire, l'accumulation infinie de richesses ne pouvait échapper au regard de Dieu.
Saint-Égonec est un tout petit bourg de 2500 habitants dont s'élance pourtant une flèche orgueilleuse. Chaque village du Léon a vu sa petite église remplacée par ce qu'on appelle un enclos paroissial financé par ses riches paysans. Un ensemble architectural religieux unique au monde où s'accumulent calvaire, ossuaire, sacristie, le tout clôturé d'une porte triomphale. Nous sommes ici dans un enclos paroissial qui a été voulu par des paysans qui étaient très peu instruits. Il y avait un certain nombre d'analphabètes et ils nous interrogent quand on voit leur réalisation. Il n'y a pas en France de région rurale qui a une telle richesse artistique. En finançant ces édifices, ces paysans espéraient gagner plus vite le paradis et, si possible, impressionner les villages voisins. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour ces maîtres du matu-vu. Ici, on voit une colonne cannelée et surmontée d'un chapiteau, voilà, qui est typique de l'art de la Renaissance. Il y a par ailleurs des coupoles, des dômes. Tout ça s'est inspiré de l'art de la Renaissance. Et cet art s'est combiné avec l'art gothique et même avec des courants artistiques venus de Touraine ou d'Anjou. Et ça a créé un art tout à fait original. Les sculpteurs et peintres bretons s'en donnent à cœur joie et ces églises des XVIIe et XVIIIe siècles prennent des airs de Saint-Pierre de Rome. Ces Julaudettes, élevées au rang d'élite dirigeante de l'arrière-pays breton, ne purent exister sans le dernier maillon de la chaîne de production, les vendeurs de toiles. Situés sur la rivière du Dossen, au fond d'une immense baie qui offre un abri naturel aux navires, Morlaix était l'unique port autorisé à exporter ses toiles du Nord Finistère. La ville de Morlaix est orientée sur la Manche, donc face à l'Angleterre. Nos ennemis héréditaires peut-être, mais notre clientèle principale. Ils sont nombreux, ceux qui viennent ici repérer ces toiles. Ce n'est pas un petit port de Bretagne, c'est un des grands ports d'Europe. Il faut imaginer les allées, les retours des bateaux. The place to be, comme on dit, là où il faut vendre, c'est le quai de Tréguier. C'est un endroit qui était équipé de maisons à pans de bois, formant une sorte de galerie. D'ailleurs, au XVIIIe, les premiers touristes ne s'y trompent pas, ils l'appellent le Petit Rivoli. La galerie fut détruite, mais il reste de nombreuses maisons à pans de bois, dont certaines ont une architecture unique. On les appelle les maisons à pont d'Alaise. Elles sont commanditées par des nobles qui quittèrent leur manoir, attirés par l'appât du gain. Dans le cadre d'une guerre intestine pour le trône ducal, ces nobles ont beaucoup investi, en sont sortis un peu désargentés. Ils ont fait le choix de travailler, ils ont obtenu du duc la possibilité de se mettre commerçant à la condition de mettre en dormition leur noblesse. La sobriété extérieure ne dit rien de ce qui attend les acheteurs à l'intérieur. Ces maisons, c'est aussi avant tout des showrooms. On peut penser que depuis ces galeries suspendues aux étages, on puisse développer les toiles pour en contrôler la qualité du tissage. Ces anciens nobles reproduisent à échelle réduite leur demeure rurale. La salle principale est étroite, mais haute de presque 20 mètres. L'escalier sculpté dans un tronc d'une seule pièce et qui soutient toute la maison est un rappel de la tour des manoirs. Les nobles ont fait le choix d'abandonner tous ces espaces d'étage. Il faut pouvoir se le permettre. Mais cela pour un effet ostentatoire. À la fin du XVIIIe siècle, les guerres menées contre les pays importateurs et la concurrence du coton provoquent l'effondrement du marché. La Bretagne, qui avait tout misé sur la manufacture des toiles, se retrouve ruinée pour les 2 prochains siècles. L'eau Cronan,
autrefois cité prospère de 400 tisserands, fut désertée de ses petites mains sans ouvrage. Mais elle a pris sa revanche. Elle est devenue l'un des villages les plus visités de Bretagne. Le tintement des métiers à tisser résonne même à nouveau entre les murs de granit. Hervé Le Bihan, historien reconverti, est le premier des nouveaux tisserands de Locronan. Qu'est-ce que j'ai coupé aussi? Mais le tissage, c'est beaucoup de patience aussi. Rien que pour monter la chaîne, il faut compter à peu près une semaine. Parce que là, j'ai environ 2000 fils. Il faut d'abord que je prépare mes bobines. Donc je mets 1000 mètres de fil sur chacune. Une minutie et une patience infinie pour finalement se raccorder à l'histoire de ses ancêtres oubliés. Il est important qu'ici, à Locronan, on garde le fil de cette histoire textile. Quelque chose peut renaître de ce petit fil que j'essaye de maintenir. On ne sait pas ce qu'il va apporter demain. Même si elle a finalement payé un lourd tribut à cette manufacture, les toiles ont donné à cette région une fierté. La fierté de savoir qu'une grande partie du monde a tenu dans ses mains un bout de ses villages bretons.